Si on compare à la situation dans laquelle se trouvait le Bayern il y a encore un an, avec toutes les choses négatives qu'on disait à son sujet, avec la situation dans laquelle se trouve le club allemand actuellement, avec toutes les choses positives qu'on dit à son sujet, le contraste est assez impressionnant. Alors penchons-nous donc sur la transformation du Bayern Munich en un an. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Je ne sais pas si vous êtes fan de séries, mais moi personnellement, moyen. Bon, quand on me demande la série que je regarde, je réponds toujours la meilleure, la Première Ligue ou la Liga, des dizaines et des dizaines de saisons, 38 épisodes par saison, du suspense, des rebondissements, des histoires d'amour, des trahisons, bref, il n'y a pas mieux. En tout cas, ce que je sais à propos des séries un peu plus traditionnelles, Netflix ou les séries télévisées, c'est qu'il y a souvent des personnages qui d'une saison à l'autre se transforment et s'améliorent carrément. Et justement, le Bayern fait partie de ces personnages-là. Parce que la saison passée, il n'avait pas du tout la même allure qu'actuellement. Et pour comprendre cette transformation entre le vieux Bayern et le Bayern qu'on a sous nos yeux actuellement, il faut qu'on se remémore un peu toutes les choses qu'on disait au sujet du Bayern Munich version 2018-2019. Juin 2019 au Bayern Munich. Arjen Robben et Franck Ribéry quittent le club et c'est la fin de l'un des duos les plus mythiques, les plus iconiques de ces 10 dernières années au sein du football européen. Et c'est clairement pas un duo qu'on peut remplacer sur un claquement de doigts. Même avec une gestion intelligente sur le marché des transferts, Ribéry, ça se remplace vraiment pas comme ça. Thomas Müller, il n'est plus convoqué en sélection, sa saison est vraiment préoccupante. C'est assez dur à voir, il faut dire, et on se demande même si ça chemine pas vers une fin de carrière assez abrupte et assez prématurée, une fin de carrière un peu sans peine ni gloire. Jérôme Boateng, c'est un peu la même chose, il est sur le déclin, il multiplie les erreurs et des erreurs grossières qui plus est. Javi Martinez aussi, il est vraiment dans le dur, on se demande même ce qu'il faut au Bayern Munich, plusieurs experts comme Jérôme Boateng disent qu'il faut vendre à l'Espagnol. Et puis évidemment, celui qui concentre toutes les critiques, c'est l'entraîneur Niko Kovac. On a vraiment l'impression que l'expérience Kovac du côté de l'Allianz Arena, elle se passe pas du tout comme escompté. Dans le jeu, c'est pas bon. Le Bayern, comme tant de grosses équipes européennes, souffre du syndrome de « je n'arrive pas à attaquer » sur attaque placée. La qualité de la possession du Bayern, elle est pas bonne, c'est stérile, on s'ennuie devant les matchs des Bavarois, ce qui est quand même un comble parce que le Bayern a quand même été l'une des équipes les plus intéressantes à suivre sur la dernière décennie. C'est plus du tout le cas. On a aussi l'impression qu'une bonne partie du vestiaire a lâché Niko Kovac. Ça rappelle certains moments sous Ancelotti où le vestiaire avait également lâché l'entraîneur italien. On parle de nouveau du coup de Hollywood FC, d'un vestiaire très dur à gérer. C'est Thomas Müller récemment qui disait que sous Ancelotti et plus particulièrement sous Kovac, c'était un peu comme le Far West parce que le Bayern avait perdu le contrôle des matchs, la mainmise sur les matchs et on avait l'impression que tout pouvait se passer, qu'à n'importe quel moment, la balance pouvait se décanter d'un côté ou d'un autre et évidemment pour les joueurs du Bayern qui étaient habitués à bien mieux sous Heinkes et sous Guardiola, ça pouvait absolument pas être satisfaisant. N'empêche que le Bayern gagnait, doublé la saison passée quand même, la Coupe d'Allemagne et la Bundesliga. On avait tout de même l'impression que c'est plus un Bayern qui gagnait par inertie. Le BVB ne pouvait que s'en prendre à lui-même pour avoir laissé échapper la Bundesliga. Bref, on avait l'impression que c'était une équipe en fin de cycle. Quand on sort d'une saison pas satisfaisante, ce à quoi on peut s'attendre, légitimement en plus, c'est du changement. Qui plus est, au Bayern, un club qui a un muscle financier très important. Et par résultat, sur le mercato, rien de révolutionnaire. Déjà, première surprise, Niko Kovac reste en poste. Deuxième surprise, il n'y a pas de doublure à Lewandowski, il n'y a pas d'ailier qui est recruté pour pallier au départ de Robben et Ribéry et aux absences dues à des blessures de Kingsley Coman. Il n'y a pas ce milieu capable de gérer le jeu, de contrôler le tempo du Bayern Munich, un profil qui manque quand même aux Munichois ces dernières années. Ce profil-là n'arrive pas du côté de Sebener Straße. Et puis, on fait venir Perisic, un joueur qui sortait d'une très bonne Coupe du Monde, mais pas d'une bonne saison avec l'Inter. On fait venir Pavard, dont on préférait quand même ses qualités de défenseur central que de latéral, mais bon, il arrive en tant que latéral au Bayern. Personnellement, et comme beaucoup, je n'étais pas très convaincu. On fait venir Coutinho qui sort d'une mauvaise saison à Barcelone et qui est quand même un joueur assez intermittent. Surprenant, honnêtement surprenant. On fait quand même venir Lucas Hernandez, ça c'était pas mal. Lucas Hernandez, oui c'était pas mal, mais c'était trop peu. Trop peu de changements sur le fond amène à trop peu de changements sur la forme.
le Bayern Munich ne produit pas un contenu plus satisfaisant qu'avant. Et pour ne rien arranger, la grosse blessure de Niklas Süle qui s'est fait les croiser très tôt dans la saison. Niklas Süle qui au passage était l'une des satisfactions de la saison passée, vraie garantie au poste de défenseur central. Cette blessure-là, elle n'arrange rien aux affaires de Niko Kovac et ses hommes. Bref, le début de saison est tellement mauvais que l'entraîneur croate est remercié et on fait monter Hans-Dieter Flick. Et là, les choses changent pour le mieux. Depuis l'arrivée de Hansi Flick sur le banc et plus particulièrement, je dirais, depuis février par là, le Bayern joue super bien et il gagne. On a battu le record de victoires consécutives du Bayern en Bundesliga, 16, ce qui n'est pas rien quand même quand on sait les succès que le Bayern a eu durant ces dernières années. L'équipe entraînée par Heinkes, c'était une machine. Les équipes entraînées par Guardiola du côté de Munich, c'était aussi des équipes qui renversaient tout sur leur passage. Les records ont été battus, 16 victoires consécutives en Bully. Le retour de joueurs dont on pensait qu'ils ne reviendraient jamais à ce niveau, Jérôme Boateng et surtout Thomas Müller qui a battu le record de passes décisives de Kevin De Bruyne en une saison, 21 passes décisives pour le numéro 25 du Bayern. Manuel Neuer, on en parle moins, mais il fait de nouveau partie des 2, 3 peut-être meilleurs gardiens du monde. C'est vrai que Neuer il a un peu perdu la bataille du discours parce que Ter Stegen et Oblak on en parle davantage, ils ont un peu le momentum pour eux, mais Neuer il a un niveau absolument exceptionnel ces temps. Et puis une autre chose qu'on peut dire, parce que là il faut parler un peu plus du fond, c'est que Hans-Dieter Flick il a réinstauré une possession de qualité dans cette équipe là. C'est peut-être la mesure phare qu'il a prise pour ses joueurs. Pour illustrer le fait que le Bayern a de nouveau la possession, une mesure intéressante que je ne connaissais pas mais que j'ai découvert cette semaine, je ne savais pas qu'on pouvait mesurer ça. Le Bayern Munich est l'équipe qui fait courir le plus le ballon en Europe en fait. Il n'y a aucune équipe qui fait voyager autant le ballon. Durant les matchs du Bayern, le ballon parcourt en moyenne, quand il est dans les pieds bavarois, 12,7 km. City et Liverpool qui sont également sur le podium, eux c'est respectivement 12,5 et 12,3 km. Alors c'est pas du tout une mesure pour estimer la qualité de la possession bavaroise, c'est juste une mesure pour mettre à la lumière du jour le fait que le Bayern a effectivement de nouveau le ballon. Et il a le contrôle du ballon, c'est vrai, mais il a surtout le contrôle des matchs, parce que c'est pas parce que vous avez le contrôle du ballon que vous avez le contrôle des choses qui se passent dans le match. Si vous avez une possession qui est d'une qualité catastrophique, vous perdez le ballon, vous prenez un contre, vous n'avez pas du tout le contrôle sur les événements. Le Bayern, lui, il a la main mise grâce au ballon sur tout ce qui se passe dans le match. Pourquoi ? Parce qu'il presse de nouveau très très bien. Si on regarde les statistiques de PPDA, Passes per Defensive Action, on voit que le Bayern s'est clairement amélioré sous Flick par rapport à l'ère Kovac. Sous Kovac, le PPDA était à 11,6, il est passé à 8,6 sous Flick. C'est l'équipe avec le meilleur PPDA de Bundesliga et c'est assez risqué quand même parce que ça veut dire que vous laissez pas mal d'espace dans le dos de vos centraux si vous décidez d'aller presser avec autant d'intensité. Et avec un Boateng qui était assez prompt à commettre de grosses erreurs dans ce genre de situation la saison passée, c'était un pari d'aller presser si haut, mais c'est un pari qui fonctionne clairement. Parler de Boateng, c'est un bon point de départ pour comprendre comment fonctionne le Bayern actuellement. À côté du central allemand, il y a David Alaba replacé en défense centrale. Et David Alaba, on peut utiliser sa vitesse dans les grands espaces à l'heure de défendre haut et avec ballon, utiliser sa grande aisance afin de relancer. Avec Joshua Kimmich et Thiago, David Alaba, c'est le Bavarois qui permet de gagner le plus de mètres par ses passes à son équipe. À la relance, fantastique. Devant lui à la relance et avec ballon en règle générale, on peut utiliser Joshua Kimmich dans ce double pivot avec Thiago ou Goretzka. Et Joshua Kimmich, il peut à peu près tout faire. C'est le rêve pour un entraîneur d'avoir Kimmich dans son équipe, que ce soit pour jouer long, un peu plus court, que ce soit pour écarter, pour gagner des mètres avec des passes un peu plus verticales, pour gérer le rythme. Vous pouvez compter sur Joshua Kimmich. Et à ses côtés, justement, Thiago, j'avais beaucoup de réticence, mais durant toute la carrière de Thiago, à le voir évoluer si bas sur le terrain parce qu'il a tendance à commettre des erreurs qui sont dues à des prises de risque inconsidérées, et force est de constater qu'il s'en sort extrêmement bien. On arrive en fait à tirer le meilleur de Thiago dans cette position avec Kimmich à ses côtés dans le Bayern de Flick, et on peut avoir cette idée selon laquelle Thiago, il bosse pas défensivement, figurez-vous que comme James, que comme Isco, Thiago c'est un joueur qui travaille énormément défensivement. C'est pas la qualité la plus remarquée de son jeu, mais son activité défensive, elle est assez impressionnante. Une petite statistique, c'est le 9e joueur de Bundesliga qui fait le plus de tacles et d'interceptions par 90 minutes. Si c'est pas Thiago qui joue parce qu'il est blessé, comme ça a été le cas ces derniers temps, c'est Leon Goretzka qui prend sa place.
Leon Goretzka, il est très bon pour bouger sur l'axe vertical et c'est un atout assez utile en attaque positionnelle parce qu'il peut vraiment arriver depuis la deuxième ligne, se projeter, arriver en second rideau et terminer un peu les actions. C'est un profil qui a assez valorisé ses temps justement à l'heure d'attaquer des défenses basses. J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Et maintenant, si on parle un peu de ce qui se passe sur les côtés, Alphonso Davies à gauche au poste de latéral, quel latéral ça va être et quel latéral il est déjà. Sa vitesse exceptionnelle, elle est très utile pour attaquer les derniers mètres. Et puis de l'autre côté, on a un joueur alors qui n'est pas du tout créatif, sans espace, c'est Benjamin Pavard, mais il suffit que vous lui donniez quelques mètres à attaquer. Il le fait, il centre, il a délivré quelques passes décisives cette saison, de cette façon-là, il a marqué quelques buts aussi. Bref, on arrive à trouver la meilleure facette de Benjamin Pavard, on arrive un peu à masquer ses défauts, à porter sur le devant de la scène ses qualités dans le Bayern de Flick, ça c'est extrêmement positif. Je vous l'avais dit, je n'étais pas très convaincu par ce transfert-là. Force est de constater que ça se passe plutôt bien, c'est vraiment une bonne surprise. Concernant les ailiers, dans le Bayern de Kovac, moi je trouve que c'était un peu une bouée de sauvetage dans le sens où quand les choses allaient pas bien, on leur donnait le ballon, ils créaient des choses. Là, on n'a plus besoin d'avoir cette dépendance aux ailiers face à des blocs bas. Les ailiers s'insèrent dans une structure collective qui marche très bien et ça les rend beaucoup moins prévisibles. Plus haut et au centre ou à droite ou peut-être à gauche parce qu'il se déplace un peu où il veut même s'il préfère être au centre, le fameux Raumdeuter, Thomas Müller, on l'a dit, il vit une seconde jeunesse. Et puis enfin, un joueur qui a jamais déçu, qui a toujours été à un niveau constant et constant dans l'excellence, Robert Lewandowski évidemment, qui marque but sur but. J'aime bien dire que les meilleures équipes, c'est les équipes dans lesquelles il existe une situation de réciprocité ou de rétroalimentation entre les joueurs et le collectif. Les joueurs donnent autant à l'équipe que l'équipe apporte aux joueurs. Et la situation idéale, on l'a dit avant avec le cas Pavard, c'est une situation où les failles des joueurs sont masquées par la force collective et les qualités des joueurs sont exacerbées également par la force collective et la force collective bénéficie en fait de l'expression de ces qualités-là. Preuve du fait que les Bavarois sont en très bonne forme, les joueurs bavarois sont en très bonne forme sur les 6 derniers mois, le CUS a établi un indice des meilleurs joueurs au cours des derniers mois. Sur les 10 premières places, il y a 6 Bavarois et le podium est occupé par 3 joueurs du Bayern Munich. Si on peut être optimiste pour le futur du Bayern à court terme, on peut également l'être pour son futur à moyen terme. Ils ont signé Kwasi, ils vont sûrement signer Sané si ce n'est pas déjà fait. Au moment où je suis en train de tourner la vidéo, on est encore dans les dernières négociations. Ils auront possiblement leur mot à dire sur le dossier Kai Havertz et puis parce que c'est le Bayern, ils vont avoir leur mot à dire afin de signer les meilleurs joueurs des autres clubs de Bundesliga. Et ce qui est intéressant, c'est que cette situation positive dans laquelle se trouve le Bayern actuellement, on n'a pas l'impression qu'elle découle de décisions fortes qui étaient prises par les dirigeants. On n'a pas l'impression que les dirigeants aient identifié les problèmes, ce qui n'allait pas dans le club et pris des décisions en conséquence. Non. Là, on a plus l'impression que c'est des petites décisions par-ci par-là, des petits facteurs qui ensuite se mettent ensemble et qui additionnés font vraiment que la situation du Bayern, elle est bien meilleure que sa situation il y a un an. Et ça, c'est typique du football où il suffit d'introduire un petit changement dans la machine ou d'introduire un nouvel engrenage dans le collectif, dans la structure, pour que tout qui fonctionne à nouveau et qu'on soit à nouveau tout sourire au moment de parler du Bayern Munich. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans une semaine, dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. À toutes!